tous et bienvenue dans ce 5e cours d'histoire des relations internationales, consacré cette fois-ci au dernier acte en fait de la fin des années 30, si vous voulez, pour lequel je consacre une séance entière, puisque il s'agit de la période 1938-1939, qui va voir tout ce qui va se dérouler, si vous voulez, un peu après le moment où Hitler, en mars 1938, nous avions terminé là-dessus la dernière fois, envahit et annexe l'Autriche, ultime, si je puis dire, verrou de ce qui restait du traité de Versailles, indiquant que, évidemment, l'Anschluss était interdite, évidemment, entre l'Autriche et l'Allemagne, consignée comme telle dans les textes du traité de Saint-Germain avec l'Autriche et du traité de Versailles avec l'Allemagne. Eh bien, le dernier maillon est rompu, si on peut dire, avec donc cette annexion en mars 1938 et où désespérément, effectivement, les puissances occidentales empêtrées dans leurs divers problèmes que nous avons vus la dernière fois et dont on va reparler dans un instant, n'auront pas réagi, ou en tout cas pas suffisamment face à une telle opération menée par Hitler. Alors, décidément, à la fin des années 30, on peut dire que rien ne va plus. Je vous invite à regarder la carte, et celle de la dernière fois aussi, rappelez-vous, où il ne reste quasiment plus rien du système créé par les traités de paix au début des années 20, de ce système, de ce glacis d'État démocratique. Tous, vraiment tous, soit sont désormais dans l'orbite du Troisième Reich, sur le plan tout simplement de relations diplomatiques, ou sont devenus des États autoritaires, tout simplement de la crainte de l'autre menace qui pèse sur eux, bien sûr, qui est celle de l'URSS stalinienne, qui évidemment est de plus en plus menaçante elle aussi. Alors, bien sûr, vous voyez sur la carte que désormais, un axe Rome-Berlin existe, ce qui sera plus tard les forces de l'Axe, que s'ajoutera le Japon un peu plus tard, et le décor, dès même avant 1938, de ce qui va être la Deuxième Guerre mondiale est quasiment déjà planté, malheureusement. Alors un plan en 3 parties, comme d'habitude, vous en avez reçu, une situation européenne de plus en plus dramatique. On va voir là, si vous voulez, un état des lieux, essentiellement de ce qui se passe en France et en Grande-Bretagne, et puis, comment dire, le mécanisme, dans cette première partie, quasiment diabolique, le piège que tend Hitler aux Occidentaux, que sera d'abord la crise des Sudètes, c'est-à-dire cette minorité des Allemands de Tchécoslovaquie, on en avait déjà parlé, je reparlerai ici en détail, dessus de cette crise des Sudètes, bien sûr, aboutira, comme vous le savez, la fameuse conférence de Munich, en septembre 1938, l'anti-traité de Versailles, si on peut dire, 20 ans plus tard, qui va être le triomphe de Hitler, Hitler qui va faire venir les puissances occidentales à Munich. Munich, rappelez-vous, tout un symbole, capitale, si on peut dire, du parti nazi, qui est quand même né en Bavière, Munich, rappelez-vous aussi des grandes cérémonies de Nuremberg, du parti nazi aussi, qui est situé dans la même région, tout ça dans la Bavière. La Bavière est, l'état symbolique, si on peut dire, du NSDAP au pouvoir depuis le 30 janvier 1933. Et c'est pas par hasard que c'est donc à Munich et pas à Berlin que Hitler fera signer les fameux accords de Munich, qui sont donc l'anti-Versailles, on le verra en détail, qui donc marquent le triomphe évidemment de la revanche de l'Allemagne sur sa défaite de 1918. Et on verra que, ça c'est l'illusion de Munich, c'est que les Occidentaux croyaient que on allait s'arrêter là. Et oui, on ne s'est pas arrêté là. Il y a d'autres crises qui arriveront après, on le verra évidemment dans cette séance. Donc ça, c'est un peu ce qu'on verra dans la première partie. La deuxième, on verra que tout ça va entraîner le basculement et la grande surprise à l'été 1939 de ce que sera le pacte germano-soviétique,
Pourquoi, bon sang de bois, Staline, hein, pourtant dont le régime communiste est antinomique du fascisme et du nazisme, on a vu pourquoi, ce sont des régimes totalitaires, mais ce sont des régimes qui s'opposent aussi, car les deux autres totalitarismes sont d'extrême droite, alors que, évidemment, le communisme, on ne peut pas le qualifier comme étant d'extrême droite, hein, c'est évident. Et donc, comment se fait-il que Staline, par pragmatisme, mais aussi par calcul, et on verra quel calcul justement, hein, eh bien, comment Staline eh bien, va choisir de faire une alliance pragmatique provisoire avec le Troisième Reich en août 39 pour évidemment repousser à l'Ouest d'éventuelles menaces qui pouvaient y avoir contre l'Union soviétique. On verra les détails. Puis on verra surtout que c'est un calcul bassement territorial de récupération de territoire qui était là derrière. Et évidemment, ça n'est pas vraiment à la gloire de Staline. On le détaillera tout à l'heure. Puis troisième partie, la fin d'un monde, alors pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, j'ai intitulé ça comme ça, parce qu'on verra tout ce qui va se passer, si vous voulez, après les accords de Munich, l'invasion de la Bohème-Moravie, l'éclatement de la Yougoslavie, avec une Slovaquie qui va devenir un État satellite du Reich, et puis enfin l'ultime crise, celle donc de Danzig, sur le même modèle un peu que la crise des Sudètes. Danzig, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est ce port libre, qui permet à la Pologne d'avoir accès à la mer donc Baltique, un port très important encore aujourd'hui. On appelle cette ville Gdansk. Ville qui aura un rôle très important rôle, comme vous le savez, dans les années 80, puisque c'est de là que partiront les mouvements syndicaux qui feront tomber la Pologne en 89, la Pologne communiste. Et ça, c'est une autre histoire. Donc Gdansk aujourd'hui, Danzig à l'époque. Pourquoi? Parce que ce port extrêmement important de la mer Baltique, eh bien, c'est un port qui est précisément un port qui est situé en plein cœur de ce qu'on appellera la Prusse orientale. Voilà, donc on reviendra là-dessus, évidemment, là-dessus, puisque cette crise, en fait, cette crise donc de Danzig, à la différence de la crise de Munich, eh bien, des Sudètes, eh bien, à la différence de tout cela, eh bien, cette crise donc de Danzig aboutira cette fois-ci à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là-dessus que nous terminerons évidemment la séance d'aujourd'hui. Première partie, donc, si vous voulez, une situation européenne de plus en plus dramatique. Alors pour ça, il faut qu'on revienne un peu sur ce qui se passe dans ce qui reste, en fait, en quelque sorte, de démocratie, si vous voulez, en Europe, et plus particulièrement aussi dans le monde. Bon, je vous rappelle que les États-Unis sont en dehors du jeu, encore à cette époque-là, puisque Roosevelt, qui par des politiques, comment dire, de son New Deal, des politiques d'inspiration keynésienne, de grands travaux, de relance économique, etc., de semi-dirigisme de l'État sur l'économie, a permis aux États-Unis de sortir de la crise, mais surtout Roosevelt, si vous voulez, à la fin des années 30, il est réélu pour une énième fois président des États-Unis, mais sur un programme, et ça c'est important de le retenir pour ce qui suivra après avec la Seconde Guerre mondiale, sur un programme justement pacifique, c'est-à-dire que les États-Unis veulent rester en dehors de ces choses effroyables qui se passent en Europe, sur le surgissement du fascisme mussolinien, sur tout ce que fait Hitler, sur Staline et son empire donc gigantesque, communiste de plus en plus menaçant, voire sur ce qui se passe aussi en Extrême-Orient, les États-Unis veulent rester en dehors de tout cela, et Roosevelt est avant tout élu sur un programme pacifiste. Donc il est hors de question, à la fin des années 30, face à tout ce qui se passe pour les Occidentaux, d'aller compter sur les États-Unis. Ça, c'est important. Donc la France et la Grande-Bretagne se retrouvent tout seuls. Or, malheureusement, et on l'a vu la dernière fois, la France et la Grande-Bretagne, situation dans ces deux grandes démocraties, monarchie parlementaire, la Troisième République pour la France, est quand même particulièrement dramatique, tendue et surtout divisée sur le plan de leur politique étrangère. On va le voir, c'est d'ailleurs là tout le drame de Munich, dont on reparlera dans un instant.
Alors en effet, il est divisé. Pourquoi? En France, au début des années 30, la Troisième République rentre dans une phase extrêmement critique, hein, de la démocratie. Il y a un développement, il faut bien le dire, depuis notamment les débuts du fascisme en Italie, de ligues d'extrême droite, hein, qui sont pour vraiment remettre en cause la République, voire peut-être, pourquoi pas, rétablir une forme de monarchie, des lignes d'extrême droite, des scandales politico-financiers, on a connu ça évidemment nous depuis aussi, qui ne font qu'assombrir, hein, ce qui se passe dans une Troisième République, avec des personnels politiques, comme je l'ai déjà dit, où il y a plus grand monde, hein, Poincaré, Briand, Clémenceau, tous ces gens-là ne sont plus aux affaires, hein, c'est une nouvelle génération qui émerge et qui n'est vraiment pas à la hauteur, ni pour régler les affaires intérieures, hein, sauf peut-être dans le cas du Front populaire avec Léon Blum, hein, mais ni pour régler, et encore moins les affaires extérieures. Et le 6 février 34, hein, eh bien, éclate ce qu'on va appeler toute une série d'émeutes antiparlementaires qui vont presque aller, hein, jusqu'à s'emparer du Parlement. Il s'en faudra d'un cheveu, hein, pour que les forces mobiles là, de l'époque, hein, les gardes mobiles, là, la police et la gendarmerie, arrivent à empêcher certains manifestants de s'emparer du Palais Bourbon, hein. Donc, émeute du 6 février 34, sur fond évidemment de millions de chômeurs de la crise économique de 29, hein, qui continue de faire des ravages. Et il faudra attendre 1936 en France et la première victoire de gauche sous la Troisième République, c'est-à-dire à la fois d'éléments socialistes de la SFIO alliés aux communistes, hein, avec un président du Conseil, l'histoire retiendra ce nom de Léon Blum, qui va donc arriver au pouvoir et faire retomber un peu la pression, menant un certain nombre de réformes sociales tout à fait, qui à nos yeux aujourd'hui nous semblent tout à fait indispensables, qui sont fort heureusement votées à cette époque-là, et comme les congés payés, comme la semaine de 40 heures, comme tout un tas de mesures pour alléger un peu la pression sociale qu'il y avait sur une bonne partie de la classe ouvrière et des ménages modestes, hein. Donc, Front populaire, donc vous voyez, on est en pleine tragédie sur le plan international, hein. C'est la période où Mussolini est en train de massacrer littéralement le peuple éthiopien. C'est le moment où Hitler commence à mener ses premiers coups, réoccupe la Rhénanie, réarme l'Allemagne, tient des discours de plus en plus menaçants et de plus en plus inquiétants, hein, réarme évidemment massivement des politiques de relance, de réarmement de l'Allemagne, tout à fait impressionnantes, hein, et on le voit pour la France, vraiment focalisé, hein, sur les problèmes intérieurs, hein. Idem au sud, hein, on est en pleine guerre civile espagnole, et bien qu'il y ait un gouvernement de Front populaire, hein, au sud, hein, en Espagne, hein, le Frente Popular, on pourrait s'imaginer que le Front populaire de Léon Blum se considère un peu comme une république sœur, un mouvement en tout cas très proche, ne fera, comme je l'ai dit la dernière fois, qu'envoyer que quelques volontaires, hein, quelques milliers de volontaires dans les brigades internationales qui se battront aux côtés des républicains espagnols face évidemment aux forces ouvertement fascistes, hein, du futur caudillo Francisco Franco, hein. Donc vraiment, que cela concerne ce que fait Mussolini, les coups que mène Hitler, la guerre civile en Espagne, rien ne se passe, hein, décidément, sur le plan international. On est vraiment focalisé sur les problèmes intérieurs en France, hein, et il va falloir attendre simplement le mois d'avril 38, hein, on reviendra tout à l'heure, et l'arrivée aux affaires d'un successeur, hein, de Léon Blum, mais toujours pourtant dans un gouvernement de gauche, hein, avec l'arrivée aux affaires de Édouard Daladier, hein, Édouard Daladier qui sera président du Conseil de 1884 à 1970. Retenez, ça c'est ses dates de vie, hein, bien sûr, il sera président du Conseil donc évidemment en 1938, hein, Daladier qui va entamer en avril 38 un début de réarmement de la France, hein. Mais vous vous rendez compte, avril 38, hein, il faudra attendre simplement ce moment-là pour que cela arrive, hein. Retenez bien le nom de Daladier, c'est un des protagonistes importants de la crise de Munich, la crise des Sudètes que l'on évoquera tout à l'heure. Alors Daladier donc va réarmer, mais néanmoins il est bien seul parce que toujours dans cette première partie, la situation
en Grande-Bretagne n'est guère mieux, gros problèmes économiques, gros problèmes sociaux, mais la Grande-Bretagne, depuis le mois de mai 1937, a un nouveau Premier ministre, hein, Prime Minister, qui s'appelle donc Sir Neville Chamberlain, hein, Chamberlain, un peu comme l'acteur Chamberlain, ça s'écrit pareil, Chamberlain, et Chamberlain, c'est l'homme qui arrive avec Halifax, hein, son ministre, son chancelier de l'échiquier, hein, son ministre des Affaires étrangères aussi, arrive aux affaires et ils ont comme politique, hein, eh bien, ce qu'on appellera l'appeasement. Et l'appeasement, ça c'est terrible parce que c'est une politique qui est, en gros, on fait le choix de apaiser Mussolini, d'apaiser Hitler. Vous avez vu dans le début de la vidéo du cours précédent que je vous ai mis en ligne la dernière fois, la fameuse rencontre de 1934 entre Hitler et Mussolini, c'est le début de leur rapprochement. On a expliqué pourquoi dans la séance précédente. Eh bien, face à cela, parce que ce sont des dirigeants totalitaires anticommunistes, eh bien face à cela, effectivement, on va préférer apaiser ces dirigeants-là, c'est l'appeasement, parce que on se dit aussi que à l'Est, toujours à l'Est, toujours cette peur terrible des débuts des années 20, rappelez-vous, eh bien à l'Est, il y a quoi? Il y a Staline, avec un empire gigantesque, eurasiatique, évidemment une armée énorme de millions d'hommes, et qu'on craint toujours, évidemment, que le scénario pire encore que Hitler ou Mussolini, du moins le pense-t-on à l'époque, que c'est évidemment la révolution communiste mondiale avec Staline. Et donc ça, c'est le point de vue de Chamberlain. C'est un point de vue qui va durer jusqu'en 1939, voire jusqu'en 1940, le moment où Chamberlain, effectivement, où la Seconde Guerre mondiale finira par éclater. Et Chamberlain, qu'est-ce qu'il fera? Il sera mis au pied du mur de ses choix, des accords de Munich notamment. Il sera obligé évidemment de démissionner et ce sera ce fameux Premier ministre pragmatique, Winston Churchill, qui n'avait cessé de dénoncer les dangers du fascisme et du nazisme dans les années 30, en disant que c'était encore pire que Staline. Et il avait évidemment bien raison, Churchill. Churchill, vous le savez, en 40, on y reviendra quand on fera la Seconde Guerre mondiale, dira au peuple britannique, quand il arrivera aux affaires, qu'il arrive bien tard, Churchill, et qu'il n'a que du sang et des larmes à offrir aux Britanniques, parce que désormais, la Grande-Bretagne, vous le savez, en 40, elle est toute seule, toute seule. Le seul dernier pays européen toute seule, c'est bien une île, la Grande-Bretagne, mais c'est aussi un pays européen, quoi qu'on en dise, se retrouve tout seul face à une Europe complètement dominée par Hitler. Et ce sera tout le mérite de Churchill d'arriver justement à résister et à maintenir l'indépendance de la Grande-Bretagne, éviter que Hitler l'envahisse. Donc tout ça, nous y reviendrons. Donc vous voyez à quel point la situation est différente entre une Grande-Bretagne, donc avec Chamberlain, donc avant Churchill, qui lui est pour l'apaisement vis-à-vis de Hitler et Mussolini, on a vu pour quelle raison. Une France très en prise au début avec des problèmes sociaux, avec le Front populaire de 36, puis un Daladier qui arrive aux affaires en 38 et qui va commencer quand même tout seul, à commencer à réarmer la France, mais il est déjà bien tard. La Grande-Bretagne fera attendre 1939 pour qu'elle commence à réarmer. Mars 39 pour la Grande-Bretagne, vous imaginez l'aveuglement des dirigeants de cette époque-là. Et ça, c'est une grande énigme historique aussi de se demander, toujours dans cette première partie, pour cette situation dramatique, de comprendre comment est-ce qu'on a pu être abusé à ce point par des dirigeants comme Mussolini, comme Hitler, qui dans leur discours bien souvent ne parlaient que de paix, qu'on ne reverrait jamais les horreurs de la guerre de 14, mais tout ça au milieu, si vous voulez, de défilés militaires, belliqueux et de préparation objective de la guerre. L'état de sidération, je pense, dans les relations internationales, n'a jamais atteint un tel point qu'à la fin des années 30, et je pense que c'est important de se concentrer particulièrement, c'est pour ça qu'il y a cette séance d'ailleurs spéciale là-dessus cette fois-ci, pour bien montrer justement que, en effet, nous en sommes arrivés là, à cette époque-là.
Après, pour le comprendre, ce sont différentes analyses qui nous permettent, mais l'état des faits, l'état des lieux de la fin des années 30, je pense, sera toujours très utile à être rappelé dans un cours d'histoire des relations internationales. Et puis, toujours dans cette première partie, bah oui, évidemment, il y a ce qu'on appelle le basculement de Mussolini. On a parlé un peu la dernière fois, dès 1934, première rencontre avec Hitler à Venise, et puis donc le fameux axe Rome-Berlin, à l'automne 36, qui est signé. En novembre 36, c'est le pacte anti-comintern, donc anticommuniste, qui est signé toujours entre Rome et Berlin, et avec le Japon. Donc à la fin de l'année 36, si vous voulez, on a les protagonistes déjà de la côté fasciste, nazi et japonais qui sont déjà dans une union. Et nous sommes seulement à la fin de l'année 36. Imaginez l'état de sidération. Mai 39, c'est le pacte d'acier qui est signé entre l'Italie et l'Allemagne nazie, le pacte d'acier où là il s'agit évidemment d'accords militaires pour bien sûr coordonner les armées, les forces fascisto-nazies. Alors face à tout cela, que faire c'est pour ça que nous l'évoquerons évidemment dans la deuxième partie tout à l'heure. Ça va être quoi on réarme, ça on l'a vu, on va le faire tardivement, enfin il sera trop tard, mais bon, on va quand même réarmer, mais ce sera vraiment, il aurait fallu le faire des années avant, c'est évident. Puis on va se dire, tiens, on va refaire l'alliance, tiens oui, l'alliance avec les soviétiques, avec l'Est, avec la Russie désormais soviétique, la fameuse alliance de 14. Regardez la carte, c'est toujours la même idée. La menace, évidemment, ce sont les puissances centrales, cette fois-ci, en tout cas l'Allemagne nazie alliée à l'Italie fasciste. Puis pour leur forcer à faire la guerre sur deux fronts, qu'est-ce qu'on fait? On va s'allier à l'Est avec donc l'URSS de Staline. Mais comme vous le savez, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, parce que Staline, lui, il a d'autres plans, on le verra tout à l'heure. Puis donc la situation va se dégrader très rapidement, parce que après mars 1938, Hitler, voyant que rien ne se passe, et de toute façon il le savait, puisque déjà Mussolini avait pu faire ce qu'il voulait, réarmer l'Italie, se doter d'un empire colonial, comment dire, à l'arrache, y compris en attaquant l'Éthiopie avec des crimes de guerre sans aucune condamnation, et bien donc Hitler poursuit son chemin, et donc il va s'occuper désormais des Sudètes. Et donc les Sudètes, de quoi s'agit-il? Eh bien, comme je vous le rappelle, c'est la fameuse minorité d'Allemands, donc de citoyens, si vous voulez, tchécoslovaques, mais qui sont allemands. Pourquoi? Parce que quand on a créé la Tchécoslovaquie, en 1918, proclamée, je vous le rappelle, le 28 octobre 1918, la Tchécoslovaquie, c'est la date de sa naissance officielle, eh bien, on a évidemment pris des terres, des territoires, à la fois à l'Empire d'Autriche-Hongrie, bon d'accord, mais aussi à l'Empire allemand. Et donc tout ce qui se trouve, si vous voulez, autour de Prague, et regardez la carte, vous voyez cette espèce de saillie un peu de la Tchécoslovaquie dans la carte allemande, c'est quoi? C'est essentiellement 2 provinces qui faisaient partie avant, en effet, de l'Allemagne et de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie, c'est les provinces de Bohême et de Moravie. Et là-dedans, évidemment, il y a des Slaves, certes, bien sûr, mais il y a aussi, notamment vers les régions frontalières allemandes, une minorité allemande importante, donc de Sudètes. Et là, Hitler, au nom de ses principes, et voire à la limite de façon perverse, au nom des fameux principes, vous savez, des 14 points de Wilson, défendus par les SDN, le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, va commencer un noyautage et une manipulation de cette minorité allemande des Sudètes. C'est ce qu'on va appeler la crise des Sudètes, qui va pratiquement animer
tout ce qui va se passer, si vous voulez, après l'annexion donc de l'Autriche, hein, après mars 1938, est mené dans une crise que je vais à présent vous dérouler jusque le moment hein, évidemment de la crise donc des Sudètes et donc de la fameuse conférence de Munich hein, qui va être l'anti-traité de Versailles. Nous allons y revenir dans un instant. Alors cette minorité des Sudètes, il faut savoir quand même que c'est 3 millions, un peu plus de 3 millions de personnes, hein, sur une population de 14 millions pour la Tchécoslovaquie. Donc autant dire c'est énorme. Hein. C'est une énorme minorité. Hein, et ça va être assez simple à Hitler de noyauter le mouvement nationaliste hein, du parti dit des Sudètes. Hein. Il y a un parti qui est censé, en Tchécoslovaquie, défendre cette minorité, si vous voulez, hein, ses droits, etc., hein, qui est dirigé par un homme qui s'appelle Konrad Henlein, Henlein, hein. Et en avril, le 24 avril 1938, eh bien, a lieu le congrès du parti des Sudètes, un parti qui s'affiche ouvertement comme un parti nazi, hein, une sorte de parti frère hein, du grand NSDAP, du grand voisin, du grand frère allemand. Hein. À côté, évidemment, on a bien compris que c'était complètement noyauté et manipulé évidemment par les services hitlériens, hein, bien sûr, pour déstabiliser la Tchécoslovaquie, personne n'est dupe. Hein. Et ce fameux Konrad Adenauer donc tient son congrès donc dans la ville donc de Karlovy Vary, qui est une ville qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelait avant évidemment Carlsbad, hein, du nom évidemment allemand. Hein, et c'est le premier congrès du parti allemand des Sudètes. Alors, lors de ce congrès, évidemment, qu'est-ce que demande Konrad Henlein? Évidemment, largement soutenu, vous l'imaginez, par Hitler. Et là, sachez que, bien sûr, c'est une véritable stratégie hein, que va employer Hitler pour faire monter la tension internationale de manière complètement artificielle, bien sûr. Hein, parce qu'avant, tous ces gens-là vivaient relativement paisiblement, je veux dire, hein, depuis les années 20, hein, vous imaginez, hein, bien sûr. Et donc Konrad Adenauer demande tout simplement à ce que d'avoir le droit de créer un gouvernement autonome, d'organiser une province en fait en quelque sorte autonome des Allemands, des Sudètes. Hein, voilà, tout simplement. Et vous l'avez bien compris, suivez mon regard. Si ça avait été accepté, un gouvernement autonome qui se sera empressé, bien sûr, ensuite de faire un plébiscite, hein, plus ou moins bidon à l'intérieur, hein, comme on a fait pour l'Autriche, et de demander son rattachement au Reich. Hein. Si on en était resté là, peut-être que ça n'aurait pas été aussi loin, mais bien sûr, personne n'est dupe. Et Hitler, bien sûr, dans ses discours, le congrès du parti nazi à Nuremberg, hein, etc., n'a de cesse, évidemment, de commencer une propagande intense, hein, expliquant que les minorités des Allemands des Sudètes sont maltraitées, molestées en Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui, lors de toute cette crise et depuis déjà quelque temps, est dirigée hein, par Édouard Beneš, hein, retenez bien ce nom, Beneš, hein, B-E-N-E-S, 1884-1948, c'est assez facile, hein, la chronologie, si vous voulez, de la Tchécoslovaquie. Hein, c'est d'abord le président fondateur de la République qui s'appelle donc Thomas Masaryk, hein, qui sera le premier président, avec comme premier ministre Édouard Beneš. Et puis, quand Masaryk meurt, bah, c'est Beneš qui prend le relais, qui devient le président de la République tchécoslovaque. Hein. Beneš jusqu'en 48, hein, notez-le, parce qu'il va revenir dramatiquement hein, après 45, Beneš, pour vivre le noyautage cette fois-ci et la liquidation de la Tchécoslovaquie libre, redevenue libre provisoirement en 45, cette fois-ci non pas par les nazis, hein, évidemment, mais par tout simplement les communistes staliniens. On aura l'occasion d'en reparler. C'est une vraie tragédie hein, que l'histoire de la Tchécoslovaquie entre la fin de l'entre-deux-guerres et, si je puis dire, la Seconde Guerre mondiale, où c'est une horreur évidemment épouvantable, on y reviendra, et le moment où la Tchécoslovaquie redevient libre, mais hélas dans le bloc de l'Est, et il lui arrive ce qui va arriver à tous les États du bloc, hein, du futur bloc, ils vont être noyautés et bientôt contrôlés hein, par les soviétiques, et ensuite ce sera 40 ans de totalitarisme communiste dans ces pays-là. Hein, voilà. Évidemment, on y reviendra. Donc, ont lieu des élections municipales, hein, normalement en Tchécoslovaquie, ensuite au mois de mai 1938, mais l'agitation se poursuit dans le territoire des Sudètes, et Beneš commence à prendre peur.
Pourquoi? Bah, parce que Bénèche, il est comme tous les autres, hein. Il observe bien ce que font les Franco-Britanniques. Il voit bien que, même si, vous vous souvenez, il y a les accords de la Petite Entente, il y a les accords de Locarno, rappelez-vous, hein, qui renforcent encore, hein, les alliances pour protéger, hein, à la fois la Pologne, puis aussi la Tchécoslovaquie. Mais il voit bien que bon, on n'est plus en 1925, que la situation a beaucoup changé à l'Ouest et que il a quand même des gros doutes sur le fait qu'on va venir l'aider et le dépanner dans sa crise des Sudètes. Donc qu'est-ce qu'il fait Bénèche? C'est lui qui prend peur, évidemment c'était calculé, Hitler misait, et Konrad Adenauer aussi sur le fait qu'à Prague la panique s'installe, et qu'est-ce qui déclenche? Par sécurité, une mobilisation partielle de l'armée tchécoslovaque, tout simplement pour rétablir l'ordre, hein, et mettre un terme à cette agitation organisée par cette minorité allemande des Sudètes, dirigée par le parti nazi des Sudètes. Alors ça, évidemment, sur le plan international, eh bien, le monde s'agite. Parce que, évidemment, eh bien, la, la situation se détériore. L'Allemagne, évidemment, dénonce une véritable agression, hein, de la part de la Tchécoslovaquie. On craint un conflit, après tout, entre cette mobilisation partielle des forces tchécoslovaques et éventuellement l'Allemagne, qui irait à ce moment-là envahir préventivement, pourquoi pas, pour protéger cette minorité allemande contre l'armée tchécoslovaque. Donc, ça c'est ce qui se passe à l'été 38, la situation vraiment se détériore, et à l'automne, eh bien, cette fois-ci, Hitler devient de plus en plus virulent et commence à menacer vraiment de façon très claire la Tchécoslovaquie, hein, et c'est là que la Grande-Bretagne va s'entremettre donc autour de Chamberlain, politique d'apaisement, hein, je vous le rappelle, pour justement protéger éventuellement la paix et éviter que la situation ne dégénère. En fait, en quelque sorte, les Britanniques vont proposer, si vous voulez, une médiation. Mais Hitler, comment dire, ne veut rien entendre. On fait encore monter la tension jusqu'à la fin du mois de septembre 1938, et cette fois-ci, c'est la France, hein, qui entend bien avec Daladier honorer les fameux accords, hein, à la différence de la Grande-Bretagne, hein, qu'elle a avec la Tchécoslovaquie. Et le 23 septembre 1938, eh bien, la France déclenche quand même la mobilisation générale, hein. On n'avait pas vu depuis 14. Alors là vraiment, on est au bord, tout simplement, d'une guerre au minimum européenne, hein. Et c'est là que arrive, et là on voit que c'était un calcul, bien sûr, et vous l'avez bien compris, que finalement, Hitler dit, bah oui, on va quand même accorder, comment dire, une ultime chance pour sauver la paix, hein. Donc on manipule Chamberlain, qui est pour un apaisement, on l'a vu, hein, là-dedans, toujours cette différence de vue franco-britannique, et puis donc Hitler convoque une conférence internationale de la dernière chance pour sauver la paix. Tout ça, évidemment, est un énorme bluff, hein, puisque bien sûr personne n'avait l'intention, hein, de déclencher la guerre. On fait monter la tension, hein, et ensuite, évidemment, on la relâche en disant bah oui, finalement, on va quand même éviter, hein, de déclencher la guerre, et c'est la convocation de la conférence de Munich, hein, les 29 et 30 septembre 1938. Le monde entier est focalisé là-dessus. C'est le grand événement international de l'époque. On veut éviter, hein, éviter une deuxième guerre mondiale, hein, ce qui aurait été une deuxième guerre mondiale. Bien sûr, donc Hitler, alors cautionné bien sûr par son allié Mussolini, convoque donc Daladier pour la France, Chamberlain pour la Grande-Bretagne, et donc c'est ce que l'on va appeler évidemment le lâche soulagement, l'abandon, la honte de Munich, le terme, si vous voulez, que l'on trouve encore aujourd'hui dans les débats politiques sur l'international, quand on dit voilà, un tel est un Munichois, c'est une injure, si vous voulez. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pour capituler, qui est pour, comment dire, évidemment, euh, choisir la voie du déshonneur, de la non-acceptation des choix qui ont été faits,
pour donc évidemment eh bien abandonner les alliés d'hier. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette conférence de Munich et surtout les accords de Munich qui sont signés le 30 septembre 1938? Alors première chose évidemment, tous les territoires des Sudètes, donc ce territoire couvert par environ 3 millions de personnes, 3 millions et demi de personnes, sont cédés au Reich, c'est-à-dire que l'Allemagne va pouvoir les occuper et donc les détacher, si vous voulez, de la Tchécoslovaquie. Ces Allemands vont donc être désormais administrés par le Troisième Reich, donc l'Allemagne va pouvoir entrer militairement dans la partie sudette de la Tchécoslovaquie. Premier point. Que évidemment les Tchèques, premier début d'un épisode de purification ethnique, comme on l'a vu tellement dans la désintégration de la Yougoslavie, bien plus tard, évidemment les éléments, les Slaves, qui sont aussi installés dans les régions des Sudètes, évidemment ce ne sont pas des régions où il n'y a que des minorités allemandes, eh bien les Slaves, donc les Tchèques, devront partir avec leurs biens quand même de ces régions. Donc, déjà, phénomène de réfugiés. Que en plus, par extension, Hitler en profite pour obtenir le démembrement, la destruction des traités de Trianon et de Saint-Germain, en donnant notamment des revendications aux minorités hongroises. Donc, suivez mon regard sur tous les États où il y avait des minorités hongroises, un peu en Pologne, un peu en Slovaquie, beaucoup en Roumanie. Donc là, intéressant, on part du principe que on va remettre en cause les cartes de ces régions-là. Et aussi, on accorde, alors là, attention, c'est intéressant, ça porte en soi le démembrement de la Tchécoslovaquie, c'est que la minorité dite des Slovaques, c'est-à-dire la partie slovaque de la Tchécoslovaquie, composée, je vous le rappelle, de la Bohème-Moravie, donc avec des Slaves et des minorités allemandes, donc désormais annexées au Reich, et à l'est, une Slovaquie, je vous le rappelle, comportait bien sûr des minorités slovaques de la Hongrie, mais qui a été détachée de la Hongrie royale pour former une Slovaquie, capitale Bratislava. Eh bien, cette Slovaquie a le droit à l'indépendance et effectivement, on va le voir, c'est ce qui va se produire. Un gouvernement pro-nazi va s'installer à Bratislava et bien sûr fera sécession de la Tchécoslovaquie. Donc, en quelque sorte, les accords de Munich, si vous voulez, qui est le 30 septembre 1938, portent en germe dans les mois qui vont suivre, on va le voir, la destruction de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui, rappelez-vous, dans ce que je vous ai dit, était le pilier, la clé de voûte de tout le système de maintien de la paix, de tout le système de l'ordre de Versailles créé par les Occidentaux en 1918-1920. Cet édifice est détruit le 30 septembre 1938. Il n'y a même pas besoin pour Hitler de faire la guerre. Il s'agit vraiment d'un triomphe de Hitler et de sa politique d'agression et d'intimidation, sans avoir eu à tirer un seul coup de feu. Alors ça, c'est vraiment important. L'ordre de Versailles est détruit. Les Franco-Britanniques arrivent quand même à obtenir que Hitler leur promet que s'il y avait des différends futurs, on aurait recours systématiquement à la négociation, histoire de lâcher un peu de l'Est. Mais bon, c'est vraiment ces accords de Munich la honte parce que les Franco-Britanniques abandonnent. Et surtout la France abandonne son allié tchécoslovaque. Rappelez-vous les accords de Locarno, rappelez-vous de la petite entente en 1920, dans laquelle la Tchécoslovaquie était vraiment le pivot central. Rappelez-vous des autres accords qui sont signés à Locarno en 1925, notamment avec la Pologne aussi, des accords d'assistance militaire. Eh bien, ils sont abandonnés, en tout cas pour la Tchécoslovaquie. C'est de mauvais augure pour la Pologne qui se demande si elle ne va pas être la prochaine dans la liste des annexions hitlériennes. Comme vous le savez, oui, c'est ce qui va se passer. Et donc, en effet, c'est l'abandon de la Tchécoslovaquie. On appelle ça le lâche-soulagement parce que quand Chamberlain
et Daladier vont partir de Munich, vont retourner vers Paris, vers Londres, hein, eh bien, ils vont, si vous voulez, être acclamés par les peuples, hein, qui, vu la tension internationale qu'ils venaient de vivre tout l'été de l'année 38, le printemps, l'été 38, eh bien, les accueillent comme de véritables héros. Ce sont les Aristides brillants de l'époque, hein, si vous voulez, alors qu'évidemment tout ça est faux. Ce sont évidemment des personnages qui ont capitulé devant la peur qu'ils avaient d'une part de déclencher un conflit et deuxièmement devant les intimidations de Hitler, hein. Chamberlain, la vidéo, je vous en enverrai le lien, est accueilli à Londres, à l'aéroport de Croydon, et quand il descend, il tient un petit morceau de papier comme ça, avec une signature, la signature des accords de Munich, enfin la copie qu'il en a, dans lequel il dit « Je tiens dans ce papier la paix pour notre temps ». Peace for our time. Et il est acclamé. Enfin, l'image a fait le tour du monde, elle est hyper connue. C'est le lâche soulagement. En France, ça se passe pas tout à fait pareil. Daladier, lorsqu'il revient à Paris, et donc que son avion se penche et puis séville à Coublay ou ailleurs, eh bien là aussi les gens l'acclament et Daladier qui est peut-être plus réaliste, peut-être parce que bah oui, la France est un pays continental, hein, ils ont déjà vécu 2 guerres franco-allemandes, hein, 70 et 14, ne se fait pas tellement d'illusions. Quand il verra le peuple français l'acclamer, l'histoire a retenu ça pour la bonne bouche, il serrera les dents et dira ah les cons, quoi. Et oui, il dira ça. L'historiographie l'a retenu comme ça parce que bah, non pas pour mépriser son peuple bien sûr, mais les pauvres gens, s'ils savaient ce qui hélas nous attend. Voilà ce que aura dit Daladier. Voilà un peu, si vous voulez, comment toutes les choses se referment à la fin de cette année 38. Ensuite, eh bien, il va y avoir, si je puis dire, hein, le coup de grâce. À partir de la fin de l'année 38, Hitler, donc désormais, on l'a bien compris, c'est le nouveau maître, hein, de la diplomatie européenne. C'est la fin de l'ordre de Versailles. Les nouvelles minorités sont donc favorisées, donc commencer par l'Autriche, surtout par la Hongrie. C'est l'autonomie pour les Slovaques. Et désormais, tout le monde a compris que plus rien ne se passera sans Hitler au niveau de la future diplomatie européenne. Et avant d'aborder dans la troisième partie ce que j'ai appelé la fin d'un monde, hein, c'est-à-dire tout ce qui va se passer ensuite, il y a cette marche pratiquement inexorable vers la Deuxième Guerre mondiale, il faut quand même évoquer le coup le plus magistral qui va se produire à l'été 1939. Hein, et ce qui va se passer, c'est que là maintenant, si vous voulez, les Occidentaux vont commencer à paniquer. Hein, et on va activer ce plan. Alors réarmer, oui, la France va commencer à réarmer en 38, la Grande-Bretagne début 39, on l'a vu, mais il faut faire plus que ça et essayer de trouver une alliance de revers, rétablir celle de 14. Et seulement voilà, le problème, c'est que Staline, pour tout un tas de raisons, ne va pas donner crédit à ces demandes occidentales. Pour quelles raisons? D'abord, Staline a totalement perdu confiance dans les puissances occidentales. En effet, il a vu depuis 1936, hein, on approche de 1939, la guerre d'Espagne se termine, presque un demi-million de morts, un triomphe total de Franco, énorme appui militaro sur le plan terrestre et aérien envoyé par Mussolini et par Hitler, hein, pour aider Franco. Et Staline voit bien que les Occidentaux n'ont rien fait. Alors déjà rien pour l'attaque contre l'Éthiopie, cette attaque purement gratuite, mais surtout rien pour aller sauver la République du Front populaire espagnol. Hein. Rien ou presque rien. Donc,
pour Staline, pour ses conseillers, pour Molotov, son ministre des Affaires étrangères et autres conseillers autour de lui, les Occidentaux sont, franchement, à la fin des années 30, ce qu'on pourrait appeler des planches pourries, c'est-à-dire vraiment des États sur lesquels on ne peut pas compter, hein, s'il y avait un problème avec Hitler. Alors, les problèmes avec Hitler, il y en a, hein, parce que les accords de Munich, ça représente un énorme problème. Toute l'Europe est déstabilisée, hein, complètement. Et on voit bien qu'on va direct vers une guerre. Hein. Il faut être complètement innocent ou aveugle pour ne pas s'en rendre compte quand même en 38. Vous pouvez le déduire déjà dès le début, mais là, franchement, en 38, il n'y a quand même plus vraiment d'ambiguïté. Deuxième chose, Staline, hein, on est toujours dans cette deuxième partie là que je commence. Staline, eh bien, j'ai expliqué que le régime stalinien, comme tous les régimes totalitaires, fonctionne avec des purges, et il se trouve que Staline, dans les années 30, a mené une grande purge dans les cadres de l'armée rouge. Pour quelle raison? Tout simplement sur la nature même du régime bolchevique totalitaire, hein, qui est dans les mécaniques de celle de la révolution russe, comme de toutes les révolutions d'ailleurs, de craindre toujours que des militaires finissent par l'emporter, hein, sur le chef suprême, hein, qui est donc Staline. Donc, à titre comment dire, préventif, il déclenche des purges. Malheureusement, cette purge a purgé aussi l'armée de tous ses cadres. C'est donc l'armée rouge, même si elle est forte de plusieurs millions, des millions et de millions d'hommes, hein, vu la taille de l'Union soviétique, hein, puissance eurasiatique, ne l'oubliez pas, eh bien, malgré sa taille, hein, eh bien, l'armée rouge, on le sait, Staline fait faire des études dès 1939. Si Hitler attaquait l'Union soviétique, eh bien, il y aurait de fortes chances que l'armée rouge aille au tapis et que l'Union soviétique soit détruite. Donc, afin d'éviter d'en arriver là, eh bien, les soviétiques prennent le devant. Et donc, il va y avoir des négociations secrètes menées entre l'Allemagne nazie, le ministre des Affaires étrangères de Hitler, von Ribbentrop, hein, et Staline, Molotov, etc., pour signer ce qu'on va appeler, et qui sera proclamé le 23 août 1939, le pacte germano-soviétique, qui va être un tollé dans le monde occidental, où là vraiment on se dit c'est foutu, désormais, évidemment on n'échappera pas à la guerre, dans la mesure où l'Union soviétique, déjà on ne peut pas compter sur les États-Unis, sur la Russie, donc l'URSS non plus, on ne pourra pas compter sur eux, et donc pour toutes ces raisons, donc il faut donc désormais ne compter que sur eux-mêmes, les Occidentaux, donc réarmer et s'attendre au pire, mais on ne pourra pas compter sur Staline, puisque le pacte germano-soviétique est signé à grand renfort d'actualité de l'époque. Staline se déplace lui-même, hein, quand même. Hein. Staline donc signera, hein. Hitler non, hein, mais il sera présenté par Ribbentrop, mais Molotov et Staline sont sur les photographies, hein, de la signature du pacte, hein, quand même. Hein. Donc c'est un symbole très important. Et il comporte donc deux éléments. Alors d'abord, il y a les accords publics, pacte de non-agression, l'État s'engage, hein, vous aurez une petite fiche là-dessus, à ne participer à aucun acte d'agression, l'un envers l'autre, à se soutenir, évidemment, ne pas se joindre à des puissances hostiles, etc. Enfin, c'est un pacte de non-agression pour des années et des années. Évidemment, personne n'imaginait qu'en 1941, il serait rompu. Ça, c'est une autre histoire. Et puis, alors, aussi, sachez que dans l'historiographie récente, parce que beaucoup d'historiens continuent de travailler, hein, sur ces sujets, bien sûr, hein, c'est quand même, c'est pas rien. Hein. Et on dira aussi que c'est ce qu'on lit actuellement, c'est plutôt à la mode que de dire ça, que les comment dire, soviétiques auraient pris les devants de signer ce pacte parce que quelque part, ils avaient vent vraiment que de toute façon une attaque majeure se serait préparée contre eux. Ce que diront aussi les nazis, enfin l'historiographie, en tout cas qui du côté allemand étudie l'attaque allemande, le plan Barbarossa de 41, qui dit que finalement l'Allemagne a attaqué en 41 l'URSS parce que justement l'URSS se préparait à les attaquer. Donc
voyez un peu, chacun se renvoie la pierre dans cette histoire. Il est très probable, de toute façon, soyons réalistes, que ce pacte germano-soviétique, de toute façon, ne pouvait pas durer. Néanmoins, ses conséquences, évidemment, sont absolument dramatiques à partir du moment où il est signé en août 39, c'est-à-dire quoi, quelques semaines à peine avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Le plus accablant, si on peut dire, dans ce pacte germano-soviétique, il faut vraiment le rappeler, c'est la partie secrète. Et la partie secrète, c'est la plus importante. Parce que qu'est-ce que veut Staline dans ce que les nazis et les soviétiques, ben, c'est tout simplement un accord pragmatique sur le partage d'un certain nombre de territoires. Et pour Staline, c'est important parce que ça lui permet de récupérer des territoires qui avaient été perdus avec le traité de Brest-Litovsk de janvier 1918, la fameuse paix blanche, qui avait été si accablante sur le plan de perte de territoire pour la Russie, notamment, évidemment, ce qui avait permis la recréation d'une Pologne, rappelez-vous. Alors ces accords, c'est quoi? Eh ben, c'est que, sur le plan secret, c'est que la Finlande, la Lettonie et l'Estonie seront donc annexés par la partie soviétique. On laisse la Lituanie à la zone allemande. Hein. Bon, tout ça, c'est les anciens territoires, vous savez, teutoniques, prussiens, etc. Donc bon, voilà. Et la Bessarabie, hein, c'est-à-dire en fait ce qu'on appellera plus tard la Moldavie, si vous voulez, qui fait partie de la Grande Roumanie, du royaume de Roumanie, pro-occidental hein, à l'époque, eh bien, elle sera annexée aussi par les soviétiques, la naissance de la Moldavie. Future Moldavie qui, à l'heure actuelle, sachez-le, est toujours une ex-république soviétique, un État indépendant aujourd'hui, bien sûr, qui aimerait bien rejoindre l'OTAN, qui aimerait bien rejoindre l'Union européenne, qui a des dirigeants fort heureusement maintenant, mais depuis pas longtemps, pro-occidentaux, mais surveillés de près par la Russie post-soviétique de Poutine, ça reste encore un gros problème. Et les racines, c'est là-dedans. C'est dans ce pacte germano-soviétique. Hein, important de le savoir. Donc Finlande, Lettonie, Estonie et Bessarabie, future Moldavie, donc attribuées à Staline et à l'Union soviétique. La Lituanie, c'est l'Allemagne qui la gardera. Deuxième aspect, évidemment, il y a la fin de l'existence de la Pologne. Imaginez bien que ça, c'était la grande idée, à la fois de Hitler et à la fois évidemment de Staline, c'est de se partager la Pologne. Donc, toute une partie de la Pologne située sur une zone à l'est sera rattachée à l'Union soviétique, et puis l'autre partie restera sous le contrôle du Reich, hein, dans une zone interdite, où vous savez seront développés pour le pire, les pires camps de la mort et d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. On y reviendra, Auschwitz, etc. Tout ça, ce sera dans la partie nazie de la Pologne. Donc voilà ce que c'est que ce pacte germano-soviétique, d'autant plus ignoble, ce pacte germano-soviétique et ses parties secrètes, c'est que, vous le savez, l'URSS est envahie par les nazis en 1941. Staline va donc appeler au secours les Occidentaux, cette fois-ci, oui, forcément, hein, parce que, il faut dire que les armées allemandes, les armées nazies, avec les trois grandes, enfin on y reviendra, les trois grands axes, hein, un axe vers le nord en direction de Leningrad, un axe au centre en direction de Moscou, et un axe au sud en direction du Caucase et les champs de pétrole, hein, va être particulièrement une marche triomphale au début, et on se demande même si Staline va résister, on n'en sait rien. Hein. Jusqu'en 1942, les armées nazies et leurs alliés vont progresser sur le front de l'Est, hein, de façon impressionnante. On a l'impression qu'ils vont gagner. Hein. Les armées hitlériennes arriveront jusqu'à 100 km de Moscou. Hein. Quand même incroyable. Hein. Staline va donc appeler au secours les Occidentaux. Les États-Unis, vous le savez, à partir de décembre 1941, rentrent dans la Seconde Guerre mondiale, évidemment, puisque Pearl Harbor, cette base majeure de la Navy, des forces de la Navy des États-Unis, située à Hawaï, anéantie par l'aviation japonaise, anéantie les trois quarts de la flotte du Pacifique des États-Unis. C'est une déclaration de guerre absolument effroyable.
hein. Et donc Roosevelt n'a plus trop de choix que de rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, bien sûr, là, la grande alliance des futurs vainqueurs se fait. C'est ce qui fait que, justement, Hitler sera vaincu. C'est que États-Unis, URSS, Grande-Bretagne et toute une partie des empires coloniaux franco-britanniques vont évidemment se joindre au conflit, ce qui va permettre effectivement d'arriver à en finir avec le Troisième Reich et ses alliés, hein. Et donc Staline va se retrouver évidemment comme un pays vainqueur, hein, bien qu'anciennement allié de Hitler, mais trahi par Hitler, un pays vainqueur en 1945, en conférence, hein, de Yalta, de Potsdam, tout ça, on en reparlera. Mais Staline, il va oublier, hein, les avantages qu'il a eus du pacte germano-soviétique. Il va garder les États baltes, hein, qui resteront des républiques soviétiques, puis il va garder la Moldavie, hein, qui va rester, comment dire, aussi une république soviétique, hein. Il n'y aura pas l'idée de rendre ces pays, comment dire, libres en 1945. Hein. La Pologne, il n'a pas le choix, parce que là, franchement, être passé par l'anéantissement total, plus, comment dire, une partie de la Shoah qui s'est déroulée, on ne pouvait que reconstituer une Pologne en 1945. Donc la Pologne, mais la Pologne de 1945, vous le savez, deviendra un État communiste. Donc, bon. Mais néanmoins, voilà, hein, c'est pour vous montrer quand même toute la duplicité de ce dirigeant qu'aura été Staline, et bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, vous voyez donc cette deuxième partie, hein, sur le choc, hein, que représente donc le basculement, hein, j'ai intitulé, du pacte germano-soviétique. Et dès lors, troisième partie, eh bien, on bascule, hein, si vous voulez, vers ce que j'ai appelé la fin d'un monde. Alors c'est pas la fin du monde, mais pourtant pour les contemporains de l'époque, croyez-moi, témoins de l'époque, ça y ressemble. C'est tout un monde qui va disparaître et qu'on ne reverra jamais, parce qu'on sait, si on savait qu'après la guerre de 14, quelque part, si vous voulez, l'Europe telle qu'on la connaissait encore avant 14 avait subsisté, notamment au niveau de sa puissance, notamment aussi au niveau aussi d'un certain art de vivre, etc. On sait que avec ce qui se prépare en fin 38, début 39, que désormais tout va basculer, ce monde-là va disparaître, que la Deuxième Guerre mondiale qui se profile sera parmi les aspects bien pire que la première, et que ce qui naîtra après, hein, n'aura évidemment plus rien à voir, hein, mais vraiment plus rien à voir. Et c'est vraiment la fin d'un monde, que ce qui se passe après les accords de Munich, hein, si on n'avait même pas pu s'en rendre compte déjà, quand même, comme je le dis, bien avant. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe après les accords, hein, de Munich? Bah, déjà, évidemment, l'armée allemande va envahir la partie, évidemment, des Sudètes, hein. Ça, dès le mois de novembre 1938. Hein. Désormais, Hitler a les mains libres, hein. Une Slovaquie va proclamer son indépendance le 14 mars 1939, avec l'installation d'un régime dirigé par un ecclésiastique qui s'appelle Monseigneur Tissot, T-I-S-O. Et comme c'est un ecclésiastique, on appellera ça un régime clérico-fasciste, qui au nom, comment dire, subtile ou dérision totale de ce qui reste des principes de Wilson, hein, sur le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, les Slovaques, n'est-ce pas, proclament leur indépendance évidemment autour de ce régime clérico-fasciste totalement contrôlé et manipulé par Hitler, hein, qui deviendra un État satellite du Reich, ce qui permet donc de transformer ce qui reste de la Tchécoslovaquie en une zone annexée, qui est le territoire des Sudètes, qu'on appellera bientôt non plus la Tchéquie, mais la Bohème-Moravie, fait de la Bohème au nord, Prague, et de la Moravie au sud. Hein. Et puis à l'est, donc il y a cette Slovaquie donc fasciste. Le 15 mars 1939, ça va vite, hein, eh bien, désormais, le Troisième Reich installe un protectorat, hein,
sur la Bohème-Moravie. C'est terminé, il n'y a plus d'État tchécoslovaque, hein. C'est désormais un protectorat et il y aura un Reichsprotector, hein, qui sera un haut dirigeant nazi, Konstantin von Neurath. Et ensuite, comme vous le savez, pour le malheur du peuple tchèque, un des pires cadres nazis de la SS, qui sera Reinhard Heydrich, hein, envoyé par Himmler pour soumettre le peuple tchèque, hein, au terme de beaucoup de massacres et de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, menés par ce personnage qui finira d'ailleurs assassiné, ce qui entraînera pendant la Seconde Guerre mondiale une terrible répression. Voilà, voilà ce qui attend le peuple tchèque, hein, après les accords de Munich. Beneš prendra la fuite, bien sûr, avec un gouvernement en exil pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui sera installé à Londres. Sachez qu'il y aura aussi un autre gouvernement en exil installé à Moscou, et que bien sûr, vous savez que la Tchécoslovaquie finira, je l'ai dit tout à l'heure, on en reparlera plus tard, soumise et contrôlée par les soviétiques. Par les soviétiques, sera un pays du bloc. Tchécoslovaquie reconstituée en 1945, oui, mais un pays du bloc soviétique. Le 23 mars 1939, donc la Slovaquie, je l'ai dit, devient, après son indépendance, eh bien, un satellite du Reich. Et bien sûr, réaction de Chamberlain, hein, ça va être de se dire, voilà, bah oui, mars 1939, il serait temps de réarmer aussi la Grande-Bretagne. Chamberlain complètement discrédité, puisqu'étant l'homme qui avait fait, comment dire, si je puis dire, le point d'orgue de sa politique étrangère, que le triomphe, entre guillemets, des accords de Munich. Vous voyez ce qu'il en reste au printemps de l'année 1939. Plus rien, évidemment. Et puis s'ouvre très vite la prochaine crise, parce que Hitler continue, bien sûr. Il n'y a aucune raison, face à la mollesse occidentale, face à la façon dont il les a piégés avec les accords de Munich, hein, de ne pas continuer. Et désormais, à partir de mars 1939, hein, on n'attend pas, eh bien, c'est une agitation tout pareil organisée par les nazis auprès de la minorité allemande, donc située à Danzig, hein, à Gdansk, dans ce fameux port donc libre qui donne accès à la Pologne reconstituée en 1918, un accès à la mer, hein, qu'avaient voulu évidemment les Occidentaux, bien sûr. Regardez la carte que j'ai mise en début de ce cours et qu'il vous sera envoyé également. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit le corridor polonais, c'est-à-dire la ville libre de Danzig, ensuite qui ouvre sur la Pologne, et puis à gauche et à droite, on a deux morceaux de la Prusse, hein, donc de l'Allemagne. Donc ce qui veut dire qu'il y a un morceau situé à l'est, hein, notamment de couleur verte, qui est un morceau du Reich, hein, et qui est de l'autre côté. Et là, vraiment, il faut dire que en temps de paix, tout va bien, hein, mais en temps de guerre, en temps de tension internationale, franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Là, pour le coup, les traités de paix n'ont pas nécessairement été heureux, hein, si on peut le dire, en créant ce qu'on appelle un corridor, hein, c'est-à-dire la possibilité pour les deux morceaux de la Prusse de pouvoir passer d'un côté et de l'autre. Et en plus, cette minorité allemande, quand on dit elle est attaquée, etc., elle est menacée, etc., on organise une agitation tout pareil pour trouver un casus belli, tout simplement, là encore, une cause, hein, pour déclencher ce que Hitler attend, c'est-à-dire l'invasion de la Pologne. Son armée est prête, hein. Les théories allemandes de la guerre ont changé, ce sera d'ailleurs la grande surprise pour les Occidentaux, qui hélas, s'attendaient, hein, à une guerre d'opposition, une nouvelle fois, si elle avait lieu. Sont résolus à la guerre, on va réarmer, on pourra compter sur personne, mais ça sera comme en 14-18, une guerre de tranchées, croyait-on. Les Français ont construit la ligne Maginot pendant l'entre-deux-guerres, hein, c'est bien la preuve qu'on s'attendait à une guerre d'opposition, mais il n'en sera rien. Il n'en sera rien, pourquoi? Parce que les théories allemandes sur la guerre et la guerre de mouvement ultra rapide sont là et elles seront appliquées. C'est ce qu'on va appeler la Blitzkrieg. Il y a un seul officier de l'armée française qui, pendant l'entre-deux-guerres, prônera dans le désert, sera pas entendu, prendra pour un fou, hein, ou un original, hein, un personnage assez grand, hein,
hein, qu'on appellera le capitaine de Gaulle, là, qui après montera en grade jusqu'à être général quand même, mais un certain de Gaulle, qui sera notamment dans le ministère de la Guerre, dira mais non, il écrira un livre d'ailleurs pour démontrer que non, la guerre de position était une exception en 14 et qu'on allait avoir une guerre de mouvement et voilà ce qui allait se passer. De Gaulle qui appliquera d'ailleurs en 1940 puisqu'il sera mobilisé hein, lorsque l'Allemagne envahira la France. Donc De Gaulle qui donc à Montcornet hein, dans l'Aisne hein, mènera une des rares batailles avec les théories justement qu'il employait, hein, une bataille de chars victorieuse contre l'armée, la déferlante allemande hein, sur la France en mai-juin 40. Hein. Ben oui, hein, sauf que De Gaulle, bon, ben, comme vous le savez, sera isolé et fera le choix de partir hein, de quitter la France envahie, la France qui signe l'armistice, de la quitter, de lancer son appel de Londres, hein, qu'on appelle du fameux 18 juin 1940. Je vous recommande hein, ce très bon film qui est sorti il n'y a pas longtemps, notamment avec Lambert Wilson dans le rôle de Gaulle, qui raconte justement ce qu'a été le 18 juin 1940. Si vous avez l'occasion de le trouver soit en DVD ou de le voir en streaming ou en VOD, sur Internet, c'est à voir. Hein. Franchement, ça montre vraiment comment ça s'est passé et à quel point il était seul, vraiment très seul, et très isolé au début, De Gaulle. On parlera de De Gaulle dans les séances suivantes, parce qu'il a joué un rôle important sur le plan international, justement. Mais sachez que voilà, c'est aussi à ce moment-là que tout ça va commencer à se faire, à se créer des personnages comme ça. Hein. Churchill qui va arriver dans un désastre total en succession de Chamberlain, De Gaulle qui s'exile, qui était tout seul. Voilà, c'est aussi ça, hein, la fin des années 30 et le début de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des destins exceptionnels d'un certain nombre de personnages historiques forgés par l'actualité de l'époque. C'est souvent comme ça que ça se passe, aussi l'histoire. Alors, revenons-en à nos affaires. Donc dès mars 1939, grosse pression de Hitler sur la Pologne. Le général Beck qui avait succédé au précédent dirigeant militaire polonais, démocratique quand même et militaire, qui était le maréchal Piłsudski. Beck donc va envoyer une femme de recevoir à Hitler sur ses revendications sur Danzig en mars 39. Hein. Et l'agitation va être à son comble. Il faut savoir qu'il y a eu d'ultimes négociations qui ont été tentées d'être menées à l'été 39, alors qu'on croyait que tout était perdu par un diplomate, homme d'affaires suédois du nom de Birger Dalerus. Retenez-le, c'est peu mentionné dans les livres d'histoire. Dalerus, ça s'écrit D-A-H-L-E-R-U-S, qui a tenté c'est un homme d'affaires, diplomate suédois, qui a tenté par ses relations, comment dire, avec certains dignitaires du Troisième Reich comme Göring et certains milieux d'affaires, donc de tenter une ultime médiation. Mais ça aurait été quoi cette ultime médiation si ce n'est qu'une conférence de Munich bis qui aurait de toute façon entraîné l'invasion de la Pologne. Tout était vraiment perdu dès la fin de l'été 1939 et c'est une opération qu'on appellerait aujourd'hui, je crois que c'est la première de l'histoire d'ailleurs, false flag, hein, vous savez, les opérations sous faux drapeau, qui va déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une opération sous faux drapeau? Eh bien, je vous donne le cas d'école de celle dont on parle là, c'est tout simplement que les nazis vont organiser avec de faux gardes-frontières polonais, donc des SS déguisés en soldats et en gardes-frontières polonais, vont organiser une fausse provocation à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. C'est ça une opération sous faux drapeau, c'est-à-dire que c'est le pays adverse qui, en gros, donc prend l'identité, donc d'où le terme faux drapeau de l'adversaire pour organiser une provocation. C'est une pure provocation d'agression, c'est ça ce qu'on appelle un false flag.
Vous pouvez regarder dans les différentes sources, vous retrouverez d'autres opérations qui ensuite ont eu lieu dans l'histoire plus tard à ce niveau-là. Et c'est cette provocation donc qui va déclencher le 1er septembre 1939 l'invasion de la Pologne par l'armée allemande. Une pure guerre d'agression, évidemment. Mais cette fois-ci, les Français et les Britanniques n'ont plus le choix vis-à-vis de leurs opinions publiques, notamment. On n'est plus avec Munich, hein, c'est terminé. Cette Munich ayant été une trahison, donc il n'est plus possible de reculer, et les Franco-Britanniques vont déclarer la guerre au Troisième Reich parce qu'il attaque la Pologne, un pays allié qui avait signé, tout comme les Tchécoslovaques aussi avant, une alliance évidemment militaire, donc rétroactive, hein, avec les puissances occidentales. Donc c'est ainsi que naît la Deuxième Guerre mondiale, qui deviendra, vous l'avez compris, pleinement mondiale en 1941, bien sûr. C'est d'abord une guerre européenne. Hein. Bien sûr, les Franco-Britanniques ne s'attendaient pas à la Blitzkrieg. Ils n'ont donc pas le temps de voler au secours de la Pologne, c'était trop tard. Et en 25 jours, 25 jours, à peine, moins d'un mois, la Pologne est envahie par l'armée allemande. 200 000 morts en 25 jours. On vous rendez compte de la mortalité extrême de la Blitzkrieg. 200 000 morts côté polonais, 60 000 morts côté allemand. Et c'est la Blitzkrieg telle que définie par Hitler à l'Est. Ce qui se définit de la manière suivante: des bombardements massifs de la Luftwaffe, avec notamment les avions, les Stuka, qui ont eu des sirènes, terrorisent la population avant de lâcher leurs bombes. Ensuite, on envoie les blindés, donc là, chose classique, l'infanterie, hein, les troupes à pied qui suivent, et puis, spécificité horrible de toute la Seconde Guerre mondiale et des conquêtes nazies, il y a derrière ce qu'on appelle les Sonderkommando, la Gestapo et les services, évidemment, entre guillemets, pour le mot service, de nettoyage, entre guillemets, raciaux et politiques du parti nazi, qui extermine littéralement à la fois les communistes et bien sûr les juifs, et toutes les populations qui sont définies dans l'idéologie nazie comme devant être liquidées en cas d'invasion. C'est en miniature ce qui va se passer à l'Est, quand on parlera de la Shoah barbare, par exemple, hein, ce qui va se passer lors de l'invasion soviétique contre les soviétiques en 1941. Et bien là, on retrouve en miniature ce qui va se passer avec la Pologne. Donc c'est absolument effroyable. Évidemment, on ne peut rien faire. Et une fois que la Pologne sera liquidée, que évidemment le partage aura été organisé avec le pacte germano-soviétique, eh bien l'année 40, comme vous le savez, sera consacrée à l'invasion de ce qui reste de l'Europe de l'Ouest. Hein. Et ça, bien sûr, on aura l'occasion de l'évoquer la fois prochaine avec la Seconde Guerre mondiale. Ainsi finissent les années 30 dans un chaos épouvantable. C'est la défaite complète des démocraties et le triomphe évidemment des totalitarismes, les deux d'ailleurs, ou les trois, fascisme, nazisme et communisme contre les démocraties. C'est une période très sombre qui commence. Ça prendra énormément de temps pour arriver à refaire basculer le rapport de force dans l'autre sens. On va attendre 1943 quand même, hein, 1943, pour que le rapport de force bascule dans l'autre sens. Hein. Et au terme, évidemment, de millions et de millions de morts civils et militaires, ajoutés aux victimes de quelque chose que la Seconde Guerre mondiale, auquel la Seconde Guerre mondiale va donner naissance, et surtout le nazisme va donner naissance, c'est ce qu'on appellera le crime contre l'humanité. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un des tristes privilèges de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors je vous remercie d'avoir suivi ce cours, qui, je m'en excuse, est effectivement très sombre, hein, mais ainsi est faite l'histoire des relations internationales, de moments de joie, de triomphe, de valeurs positives, et puis des moments beaucoup plus sombres. C'est ainsi. J'espère vous l'avoir relaté fidèlement avant d'aborder dans les séances suivantes la Seconde Guerre mondiale, l'installation de la guerre froide, etc. Et de tout ce qui va suivre ensuite. Donc je vous rappelle que vous pouvez bien sûr mettre un petit like, un petit pouce like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Parlons Histoire, hein, puisque je mets d'autres petites vidéos diverses sur divers sujets, mais aussi sur les sujets dont je suis spécialiste, bien sûr. C'est une chaîne qui est alimentée au rythme où je le peux, bien sûr, où en tout cas se trouve évidemment l'ensemble des cours que j'aurais pu donner en visioconférence. Merci et à bientôt. Portez-vous bien.